J'étais en train de couper des légumes quand ma fille de 5 ans m'a tiré le bras. « Papa, est-ce que je peux arrêter de prendre les pilules que mamie me donne ?» Mon sang s'est glacé. Ma belle-mère avait toujours dit qu'elles étaient bonnes pour elle. Essaie de ne pas paniquer. J'ai dit à ma fille de m'apporter le flacon. Quand un médecin l'a examiné, son visage est devenu blanc comme un linge. Il a claqué le flacon sur la table et a crié « Savez-vous ce que c'est ? Pourquoi une enfant prend-elle ça ? Qui lui a donné et pourquoi ? Mais avant de commencer, s'il vous plaît, aimez et abonnez-vous à la chaîne. Et nous serions ravis de savoir de quelle partie du monde vous nous rejoignez. Dites-le nous, maintenant. Plongeons dans l'histoire d'aujourd'hui. Le soleil de fin d'après-midi filtrait à travers la fenêtre de la cuisine du petit appartement de 2 chambres, Yetantesu, projetant des rectangles pâles de lumière sur le sol, en linoléum usé. Kevin Ward se tenait au comptoir, le bruit rythmique de son couteau contre la planche à découper remplissant l'espace silencieux. D'abord les carottes, puis le céleri, puis le poivron qu'il avait acheté en promotion à l'épicerie ce matin-là. Il bougeait avec l'efficacité pratiquée d'un homme qui avait appris à cuisiner par nécessité plutôt que par passion. Derrière lui, Lila fredonnait doucement en arrangeant sa collection d'animaux enjoués sur le tapis du salon. Âgée de 5 ans, avec les boucles sombres de sa mère et les yeux gris-verts de son père. Elle construisait un zoo élaboré depuis 20 minutes. Kevin jeta un coup d'œil par-dessus son épaule. La regardant placer une girafe en plastique à côté d'un éléphant en peluche, ses petites mains se déplaçant avec une délibération prudente, Pineford, dans le Minnesota, n'était pas une grande ville. Avec une population qui dépassait à peine 4000 habitants, c'était le genre d'endroit où tout le monde connaissait vos affaires avant vous. Où le diner de Main Street servait encore le café dans des tasses ébréchées, et où le magasin de quincaillerie fermait à 5 heures précises. Kevin avait grandi ici, était parti pour l'université à Minneapolis et était revenu quand Claire était tombée enceinte. Il prévoyait de rester seulement quelques années, d'économiser de l'argent, puis de déménager dans un endroit avec de meilleures opportunités. C'était il y a 7 ans. Il y a 2 ans, Claire rentrait chez elle après son service à l'école primaire quand un pick-up avait grillé un feu rouge à l'intersection de la Highway 71 et de Pine Avenue. Le médecin avait dit qu'elle n'aurait rien senti. Kevin n'en tirait pas beaucoup de réconfort. « Papa !» Il se tourna, couteau encore en main. Lila se tenait au bord de la cuisine. Une petite main agrippant le cadre de la porte, son expression incertaine. « Oui, ma chérie. » Elle se balança d'un pied sur l'autre, un geste qu'il reconnaissait comme de la nervosité. « Est-ce que je peux te demander quelque chose ?» Kevin posa le couteau et essuya ses mains sur le torchon accroché à la poignée du four. « Bien sûr. Qu'est-ce qu'il y a ?» Lila fit un pas en avant, puis un autre, jusqu'à ce qu'elle soit juste à côté de lui. Elle leva la main et tira doucement sur sa manche, sa voix tombant presque à un murmure. « Est-ce que je peux arrêter de prendre les pilules que mamie me donne ?» Kevin sentit quelque chose de froid s'installer dans son estomac. Il s'accroupit jusqu'à ce qu'il soit au même niveau, posant doucement ses mains sur ses épaules. « Quelle pilule ?»« Mapuche ?» Les blanches. Les yeux de Lila étaient grands, sincères. Elle dit qu'elle m'aide à être calme. « Mais papa, elles me rendent si somnolente, même quand ce n'est pas l'heure du coucher. » Le froid se répandit dans la poitrine de Kevin. Il garda sa voix stable, même si son pouls commençait à marteler dans ses oreilles. « Quand est-ce que mamie te donne ses pilules ? Quand elle me récupère à la maternelle les mercredis, et parfois les samedis quand elle vient ?» La lèvre inférieure de Lila trembla légèrement. « Je ne les aime pas. Elles rendent tout flou. » L'esprit de Kevin s'emballa. Donna Halbaro, la mère de Claire, venait régulièrement depuis l'enterrement. Au début, Kevin avait été reconnaissant pour l'aide. Elle récupérait Lila à l'école quand ses shifts au bureau de planification du comté s'éternisaient, la gardait occasionnellement les week-ends, apportait des casseroles et des accompagnements quand Kevin était trop fatigué pour cuisiner. Mais avec le temps, l'aide avait commencé à ressembler moins à un soutien et plus à une ingérence. Donna avait des opinions sur tout. La façon dont Kevin habillait Lila, la nourriture qu'il lui donnait, l'heure du coucher qu'il avait établie. Elle avait été aide-soignante pendant 30 ans avant de prendre sa retraite. Et elle brandissait cette expérience comme un badge d'autorité, suggérant constamment des vitamines, des compléments, des changements alimentaires. Kevin l'avait largement ignoré, l'attribuant à une surprotection de grand-mère, essayant de maintenir la paix pour le bien de Lila. Mais ça, c'était différent. C'était un médicament. « Lila », dit Kevin prudemment, « sais-tu où sont ces pilules en ce moment ?» Elle hocha la tête. « Dans mon sac à dos. Mamie les met dans un petit flacon et me dit de les garder en sécurité. » Kevin se leva, sa mâchoire serrée. « Peux-tu me les montrer ?»
Lila le guida jusqu'au placard de l'entrée où son sac à dos violet était accroché à un crochet bas. Elle ouvrit la poche avant et en sortit un petit flacon ambré de prescription, du genre que l'on obtient dans n'importe quelle pharmacie. Kevin le prit, ses mains stables malgré la colère qui commençait à monter dans sa poitrine. L'étiquette était imprimée clairement, donna Alberg, lorazepam, ou milligrammes, prendre au besoin pour l'anxiété. Kevin fixa le flacon, lorazepam. Il n'était pas médecin, mais il en avait entendu parler. C'était un benzodiazépine, un médicament anti-anxiété, un médicament pour adultes. Et sa fille de 5 ans en prenait... Il dévissa le bouchon et compta les pilules, 8 restantes. La prescription avait été remplie il y a 3 semaines pour 30 comprimés. Cela signifiait que 22 étaient repartis. « Combien mamie t'en donne-t-elle à la fois ?» demanda-t-il, gardant sa voix calme. « Juste une... » dit Lila, mais parfois 2 fois dans la même journée, si elle dit que je suis difficile. Kevin sentit sa vision se rétrécir, comme quand il essayait très fort de ne pas perdre le contrôle. Il prit une respiration lente, puis une autre. Quand il parla, sa voix était douce. « Tu n'es pas en faute, ma chérie. Tu n'as rien fait de mal, mais j'ai besoin que tu mettes tes chaussures. On va voir un médecin ?» Les yeux de Lila s'élargirent. « Est-ce que je suis malade ?»« Non !» dit Kevin fermement, la serrant dans une étreinte rapide. « Mais je veux m'assurer que tu vas bien. »« C'est tout !» 20 minutes plus tard, ils étaient dans sa vieille Honda Civic, roulant vers la clinique de soins urgents au nord de la ville. Lila était assise dans son siège rehausseur, donnant des coups de pied contre le dossier du siège passager, fredonnant une chanson d'une de ses émissions. Kevin gardait une main sur le volant et l'autre serrant le flacon de prescription, ses jointures blanches. La salle d'attente était presque vide quand ils arrivèrent. Un adolescent avec une entorse grave à la cheville était assis avec sa mère dans un coin et un homme âgé somnolait dans une chaise près du porte-revue. Kevin s'approcha du bureau d'accueil où une jeune femme aux cheveux roux vifs leva les yeux de son ordinateur. « Bonjour, j'ai besoin que quelqu'un examine ma fille le plus vite possible. »« Quelle est l'urgence ?» demanda-t-elle. Attrapant un bloc-notes, Kevin posa le flacon de pilules sur le comptoir. « Quelqu'un lui donne des médicaments sans que je le sache ou que je l'autorise. Je dois savoir si elle est en danger. » L'expression de la réceptionniste changea immédiatement. Elle décrocha le téléphone. « Laissez-moi appeler le médecin. » Dans les 10 minutes, ils étaient dans une salle d'examen. Le docteur Harding arriva peu après, un homme au début de la cinquantaine avec des cheveux grisonnants et des lunettes à monture métallique. Kevin le connaissait de réputation. Il avait traité la moitié des enfants de Pinford à un moment ou à un autre, et il avait la réputation d'être minutieux et imperturbable. Mais quand Kevin lui tendit le flacon et expliqua la situation, le calme du docteur Harding se fissura, il fixa l'étiquette, puis Lila, puis Kevin. « Vous me dites que quelqu'un donne du lorazepam à votre fille de 5 ans. Sa grand-mère, dit Kevin d'une voix tendue, sans que je le sache. La mâchoire du docteur Harding se serra. Il se tourna vers Lila, qui était assise sur la table d'examen, balançant ses jambes. « Salut, Lila, je m'appelle docteur Harding. Je vais te poser quelques questions et vérifier quelque chose. »« D'accord ?» Lila hocha la tête. L'examen dura 30 minutes. Le docteur Harding fut minutieux, vérifiant son rythme cardiaque, ses réflexes, sa respiration. Il lui posa des questions douces sur comment elle se sentait, si elle avait eu des vertiges ou des nausées, si elle avait eu du mal à se réveiller le matin. Quand ce fut fini, il fit signe à Kevin de sortir de la pièce. Ils se tinrent dans le couloir, les lumières fluorescentes bourdonnant au-dessus d'eux. « Kevin », dit le docteur Harding calmement, c'est un sédatif utilisé principalement pour les troubles anxieux des adultes et certaines conditions neurologiques à des doses plus élevées. Il est utilisé avant une opération. Une enfant de l'âge de Lila ne devrait jamais, en aucune circonstance, prendre ce médicament. Les mains de Kevin se serrèrent en poing sur ses côtés. Est-elle en danger ? Elle montre des symptômes légers, léthargie, temps de réaction plus lent, un peu de brouillard cognitif. Mais elle est jeune et résiliente. La bonne nouvelle, c'est que si elle arrête de le prendre maintenant, ses effets devraient s'inverser. Le docteur Harding marqua une pause, son expression grave. Cependant, si elle avait continué à le prendre, ou si la dose avait été augmentée, nous parlerions de problèmes respiratoires graves, de retard de développement potentiel et de risques significatifs pour son système nerveux central. Kevin sentit la colère le submerger comme une force physique. Il appuya ses paumes contre le mur, essayant de se stabiliser. Qui ferait ça à une enfant de 5 ans ? La plus grande question, répondit le docteur Harding, c'est pourquoi. Ce n'est pas seulement de la négligence. Kevin, c'est délibéré.
Quelqu'un a fait un choix conscient de donner à votre fille un médicament sur ordonnance sans votre consentement. Kevin se tourna vers le médecin. « J'ai besoin que vous documentiez tout. Écrivez tout. J'ai besoin d'un rapport officiel. » Le docteur Harding hocha lentement la tête. « Je vais préparer un rapport complet. Et Kevin, je suis tenu par la loi de signaler ça. Vous comprenez, n'est-ce pas ? » « Bien, » dit Kevin. « Signalez-le. » Ils rentrèrent chez eux en silence. Lila s'endormit dans son siège auto avant même qu'ils quittent le parking. Sa tête tombant sur le côté, sa respiration lente et profonde, trop profonde pour une enfant de son âge après une sieste en fin d'après-midi. Kevin la porta à l'intérieur et la posa doucement sur son lit. Il enleva ses chaussures, remonta la couverture jusqu'à son menton et s'assit sur la chaise à côté de son lit, la même chaise où il s'était assis quand elle avait eu des cauchemars après la mort de Claire, la même chaise qu'il avait occupée pendant d'innombrables histoires du soir et conversations chuchotées sur le manque de maman. Il la regarda dormir, son esprit s'emballant. Donna avait fait ça délibérément. Elle avait pris un médicament sur ordonnance destiné à elle et l'avait donné à une enfant. Elle avait menti à Lila, lui disant que les pilules l'aideraient à être calme. Elle avait mis sa fille en danger. Pourquoi ? Kevin avait toléré l'ingérence de Donna parce qu'il pensait que cela venait d'un endroit de chagrin et d'inquiétude. Claire avait été sa fille unique. La perdre avait brisé quelque chose en Donnaï. Tout comme cela avait brisé quelque chose en lui, il avait fait des concessions, essayé d'être compréhensif, essayé de maintenir un lien pour le bien de Lila, mais cela franchissait une ligne qui ne pouvait pas être effacée. Il resta au chevet de Lila bien après minuit, regardant la lente montée et descente de sa poitrine, écoutant les sons doux de sa respiration. Elle dormait trop profondément, trop immobile, comme quelque chose de précieux étant lentement vidé de sa vie. Kevin se fit une promesse dans cette obscurité silencieuse. Il en avait fini avec la politesse, il en avait fini avec les concessions. Donna avait mis son enfant en danger et il ne laisserait pas cela passer. Quand il se leva enfin de la chaise et alla dans sa propre chambre, son esprit travaillait déjà sur ses prochaines étapes. Il n'agirait pas impulsivement, il ne la confronterait pas dans la colère, il serait délibéré, stratégique et absolument inflexible, parce que ce n'était pas une question de pardon, d'unité familiale ou de maintien de la paix, c'était une question de protection de sa fille. Et Kevin ferait tout ce qu'il faudrait. Le lendemain matin était un dimanche, Kevin se réveilla tôt, prépara le petit déjeuner et attendit que Lila soit installée devant la télévision avec ses dessins animés avant de monter dans sa voiture et de conduire jusqu'à la maison de Donna. Elle vivait dans une petite maison de plain-pied sur Birchwood Lane, une structure beige soignée avec des bordures blanches et une pelouse bien entretenue. Claire avait grandi dans cette maison. Kevin y avait passé d'innombrables dîners pendant leurs années de fréquentation, des fêtes et des anniversaires, et des dimanches ordinaires. Il s'était assis à cette table de cuisine et avait demandé la permission à Donna d'épouser sa fille. Maintenant, en se garant dans l'allée, tout ce qu'il ressentait était une détermination froide. Donna répondit à la porte en portant un cardigan et des pantoufles. Ses cheveux gris tirés en un chignon lâche. Elle sourit en le voyant, la même sourire doux et grand maternel qu'elle portait toujours. « Kevin !» Quelle surprise !« Lila est avec toi !»« Non !» dit Kevin. « J'ai besoin de te parler. » Quelque chose clignota dans l'expression de Donna, mais le sourire resta en place. « Bien sûr, entrez. On peut parler ici, » dit Kevin, ne bougeant pas du seuil. Le sourire vacilla légèrement. « De quoi s'agit-il ? Tu as l'air contrarié ? Tu as donné des sédatifs à Lila ?» Les mots restèrent suspendus entre eux. L'expression de Donna se figea, ses yeux s'élargissant juste un peu avant qu'elle reprenne son sang-froid. « Je ne sais pas de quoi tu parles. »« Ne me mens pas, Donna !» La voix de Kevin était calme. Contrôlé, j'ai trouvé un flacon dans son sac à dos. Lorazepam. Ta prescription. 22 pilules disparues en 3 semaines. La main de Donna se serra sur le cadre de la porte. Kevin, je pense que tu es confus. J'ai peut-être donné des compléments calmants légers, quelque chose de naturel. Mais arrête de mentir. La dureté dans sa voix la fit tressaillir. Le masque doux de grand-mère glissa. Juste un instant, et Kevin vit quelque chose d'autre dessous, quelque chose de plus froid. Eh bien, dit Donna, son ton changeant, devenant défensif. Lila a été difficile dernièrement, plus émotive, plus résistante. Tu ne le vois pas toujours ? Parce que tu es au travail ? J'essaye juste d'aider à gérer son comportement. Tu devrais être reconnaissant. Kevin la fixa. Tu aurais pu lui faire du mal. Comprends-tu ça ? Tu aurais pu sérieusement blesser ma fille. Oh, ne sois pas si dramatique, dit Donna,
agitant la main avec dédain. J'ai élevé 2 enfants, j'ai travaillé dans les soins de santé pendant 30 ans, je sais exactement ce que je fais. Une petite dose d'un sédatif léger n'est pas une raison de paniquer. Une petite dose. La voix de Kevin monta légèrement avant qu'il se reprenne. Elle a 5 ans, Donna. Ce médicament n'est pas approuvé pour les enfants. Le docteur Harding a dit qu'elle aurait pu développer des problèmes respiratoires, des problèmes cognitifs. Le docteur Harding est trop prudent, interrompit Donna. Ces médecins d'aujourd'hui, ils sont tous si paranoïaques à propos de tout. À l'époque où je travaillais, nous avions du bon sens pour ces choses. Kevin sentit une étrange distanciation s'installer sur lui, comme s'il observait la conversation de l'extérieur de son propre corps. Il étudia le visage de Donna, le pli serré de sa bouche, l'angle défensif de ses épaules, l'absence complète de culpabilité ou de remords dans ses yeux. Ce n'était pas une grand-mère qui avait fait une erreur. C'était quelqu'un qui croyait n'avoir rien fait de mal. « Tu ne dois plus t'approcher de Lila », dit Kevin calmement. L'expression de Donna se durcit. « Pardon ? Tu m'as entendu ? Pas de visite ? Pas d'appel téléphonique ? Aucun contact d'aucune sorte là. Tu ne peux pas faire ça ?» dit Donna, sa voix montant. « C'est ma petite fille. J'ai des droits. Tu n'as aucun droit » coupa Kevin. « Tu les as perdus quand tu as décidé de droguer une enfant. Comment oses-tu » Le visage de Donna rougit. « J'ai été là pour toi depuis la mort de Claire. Je t'ai aidé, soutenu, fait tout ce que je pouvais pour cette petite fille. Et c'est comme ça que tu me remercies. » Kevin la regarda longuement, vraiment la regarda, derrière l'indignation et le rôle de grand-mère blessée. Il vit quelque chose qu'il avait été trop accablé par le chagrin pour remarquer auparavant, une qualité calculatrice. Une froideur qui n'avait rien à voir avec la perte ou l'amour. Il se tourna et marcha vers sa voiture sans un mot de plus. Derrière lui, Donna cria « Tu fais une erreur ? Kevin, tu as besoin de moi ? Tu ne peux pas faire ça seul. » Mais Kevin était déjà au volant. Démarrant le moteur, s'éloignant de la maison où sa femme avait grandi, il ne regarda pas en arrière. La semaine suivante passa dans un calme étrange, étendu. Kevin emmena Lila à l'école lui-même, la récupéra lui-même, réorganisa son emploi du temps au travail pour éliminer tout écart que Donna pourrait essayer de combler. Il observa sa fille attentivement, notant les changements graduels. Elle semblait plus alerte, plus énergique. Son enseignante mentionna qu'elle était plus engagée en classe, plus bavarde pendant les activités de groupe. Le médicament quittait son organisme, mais Kevin ne pouvait pas chasser les questions qui tournaient sans fin dans son esprit pendant ces longues soirées après que Lila soit allée au lit. Il s'asseyait à la table de la cuisine avec une tasse de café devenue froide, tournant le flacon de prescription entre ses mains, essayant de comprendre pourquoi Donna ferait-elle ça. La réponse vint d'une source inattendue. Mercredi après-midi, Kevin reçut un appel au travail d'une femme nommée Patricia Klein. Elle se présenta comme technicienne de laboratoire chez MedTech Research, un centre privé de recherche pharmaceutique à la périphérie de Pinford. Kevin connaissait vaguement l'endroit. C'était une petite opération, menant principalement des essais cliniques et des études à long terme pour de plus grandes compagnies pharmaceutiques. « Monsieur Ward », dit Patricia, sa voix hésitante, « je ne suis pas sûre de devoir faire cet appel, mais j'y pense depuis des semaines. Et après ce que j'ai entendu, j'ai senti que je devais vous contacter. Qu'avez-vous entendu ?» demanda Kevin prudemment à propos de Donna Hallberg, à propos du médicament. « Je travaille parfois avec elle. Elle fait du consulting bénévole pour notre centre, principalement de l'analyse de données. Mais Monsieur Ward, il y a quelque chose que vous devriez savoir. » La prise de Kevin sur le téléphone se resserra. « Allez-y. » Patricia inspira. « Depuis les 3 derniers mois, Donna apporte de la documentation, des logs détaillés sur les réactions d'une enfant aux médicaments calmants, modèles de sommeil, changements comportementaux, réponses cognitives. Nous payons les participants pour des données d'observation à long terme, surtout pour les médicaments où nous suivons les patterns d'utilisation étendus. Ce sont généralement des volontaires adultes qui signent des formulaires de consentement, mais Donna affirmait avoir une autorisation complète. Le bureau sembla basculer autour de Kevin. « Que dites-vous » ? « Je dis, » répondit Patricia calmement, que Donna était payée pour documenter la réponse d'une enfant à un médicament sédatif. Elle nous a dit qu'elle avait la permission des parents, elle a soumis des formulaires avec des signatures. Nous avons supposé que tout était légitime. La vision de Kevin se rétrécit à un seul point. Elle collectait des données sur ma fille. Je ne peux pas prouver que c'était spécifiquement votre fille, mais le calendrier correspond. Et quand j'ai entendu ce qui s'était passé, à propos du médicament découvert, j'ai réalisé que la voix de Patricia se brisa légèrement. « Monsieur Ward, je suis vraiment désolé. J'aurais dû le questionner plus attentivement, mais Donna semblait si professionnelle.
si compétente. Elle apportait ses rapports détaillés, des notes sur les dosages, les timings et les observations comportementales. Nous payons 500 $ par mois pour des ensembles de données complets. 500 $ par mois? Kevin posa le téléphone sur son bureau et pressa ses paumes contre ses yeux. Les pièces s'assemblèrent avec une clarté horrible. Ce n'était pas pour aider Lila à être calme, ce n'était pas pour gérer un comportement difficile, ce n'était même pas une préoccupation de grand-mère mal avisée. Donna avait utilisé sa fille comme sujet de recherche, elle avait drogué une enfant de 5 ans et documenté les effets pour de l'argent. Monsieur Ward, la voix de Patricia sortit du haut-parleur du téléphone. Êtes-vous toujours là? Kevin reprit le combiné. Sa voix sortit stable, presque calme. J'ai besoin que vous gardiez chaque pièce de documentation que vous avez, chaque log, chaque enregistrement de paiement, chaque formulaire que Donna a soumis. Pouvez-vous faire ça? Oui, dit Patricia immédiatement. Oui, je peux, et j'ai besoin que vous écriviez exactement ce que vous venez de me dire. Dates, mountains, tout, je le ferai, Monsieur Ward. Je suis vraiment désolé. Si j'avais su, vous ne saviez pas, dit Kevin. Mais vous savez maintenant, et vous faites la bonne chose en me le disant. Après avoir raccroché, Kevin resta immobile à son bureau pendant plusieurs minutes. Autour de lui, ses collègues tapaient, mélangèrent des papiers et discutaient de réglementation de zonage et de permis de construire. Travail normal, préoccupation normale, vie normale, son monde venait de basculer sur son axe. Donna n'avait pas franchi une ligne par ignorance ou chagrin ou même une préoccupation mal avisée. Elle l'avait fait délibérément, systématiquement, pour profit. Elle avait regardé sa petite fille et vu des signes $. Kevin se leva, attrapa sa veste et marcha vers le bureau de son superviseur. « J'ai besoin de prendre le reste de la journée. Urgence familiale. À 17 h. Il était assis en face du docteur Harding à nouveau, cette fois sans Lila. Le médecin écouta l'explication de Kevin sur l'appel de Patricia, son expression devenant plus sombre à chaque phrase. « Ça change tout !» dit le docteur Harding quand Kevin termina. « Ce n'est pas juste un usage inapproprié de médicaments, c'est de la recherche sur des sujets humains sans consentement approprié, approbation ou supervision, et en utilisant une enfant, il secoua la tête. « Kevin, vous devez impliquer les forces de l'ordre. »« Je sais, » dit Kevin, « mais j'ai besoin de documentation d'abord, des preuves, j'ai besoin que ce soit étanche. » Le docteur Harding sortit un dossier. « J'ai complété mon rapport formel sur l'état de Lila et l'usage inapproprié du médicament. Cela inclut mon opinion professionnelle que le médicament posait des risques sérieux pour sa santé et son développement. Je vais soumettre ça au service de protection de l'enfance. Mais vous devriez aussi prendre une copie pour la police. » Kevin prit le dossier. « Merci. Il y a autre chose, » ajouta le docteur Harding. « Si ce que cette femme chez MedTech a dit est vrai, si Donna a forgé des documents prétendant avoir l'autorisation parentale, c'est de la fraude. C'est de la falsification, combinée aux charges d'endangement d'enfants. Elle risque des peines pénales sérieuses. » Kevin hocha lentement la tête. Il ne ressentait aucune satisfaction, aucun sentiment de victoire, seulement une certitude froide et résolue sur ce qui devait arriver ensuite. « Je vais m'assurer qu'elle soit tenue responsable, » dit Kevin. « Pour tout ça, bien, » répondit le docteur Harding. « Votre fille mérite ça. Elle le mérite toute. » Au cours de la semaine suivante, Kevin agit avec une précision calme. Il ne confronta pas Donna à nouveau, il ne l'avertit pas de ce qui arrivait. Il rassembla simplement des preuves, pièce par pièce, construisant un dossier irréfutable. Patricia fournit des copies de chaque document que Donna avait soumis à MedTech Research. Les logs étaient accablants, des observations détaillées sur les réponses de CGL aux médicaments, complètes avec date, heure, dosage et notes comportementales. L'écriture était clinique, détachée, traitant Lila non comme une enfant, mais comme un point de données. Sujet L a montré une somnolence accrue dans les 45 minutes suivant une dose d'1 mg, niveau d'activité réduite observé, conformité aux instructions nettement améliorée. Seconde dose administrée le même jour en raison d'un comportement résistant. Sujet est devenu notablement léthargique, début du sommeil dans les 2 heures. Semaine 3. Sujet montre un pattern de réponse consistant en effets adverses minimes notés, documentation continue recommandée. Kevin lut chaque entrée, sa mâchoire serrée, luttant contre la rage qui menaçait de submerger sa planification prudente. Il trouva plus de preuves dans des endroits inattendus, en récupérant certains objets de Lila qu'elle avait laissés chez Donna, une manœuvre calculée, utilisant la veste oubliée de Lila comme excuse pour entrer dans la maison. Il avait réussi à photographier un petit carnet dans le bureau de Donna.
Le carnet contenait des notes manuscrites correspondant au log soumis à MedTech, ainsi que des calculs de gains mensuels et des rappels sur les délais de soumission de données. Il y avait même un message vocal sauvegardé sur le téléphone de Donna. Kevin l'avait convaincu de lui prêter son téléphone pour appeler le sien parce que la batterie était morte. Où elle s'était laissé un rappel, revenu supplémentaire déposé, terminer le rapport hebdomadaire sur les patterns de sommeil de elle. Prochaine soumission du vendredi, revenu supplémentaire. C'est ce que sa fille avait été pour sa grand-mère, revenu supplémentaire. Quand Kevin entra enfin au département de police de Pinford, il portait un dossier de 7 cm d'épaisseur. Le détective James Rivera, un homme trapu dans la quarantaine avec des yeux gentils et une réputation de minutie, écouta l'explication de Kevin sans interruption, puis il étala le contenu du dossier sur son bureau, le rapport médical du docteur Harding, la déclaration écrite de Patricia, des copies des logs, des photographies des notes de Donna, le flacon de prescription, les enregistrements du calendrier de paiement de MedTech. Le détective Rivera étudia chaque document attentivement. Quand il leva enfin les yeux, son expression était dure. « Monsieur Ward, je vais être très clair avec vous. Ce que vous avez décrit et ce que ces preuves soutiennent constituent de multiples crimes graves, endangerement d'enfants, administration de médicaments sans autorisation, fraude, falsification. Si elle a signé des documents prétendant être la gardienne de votre fille, c'est un crime majeur. Et si elle menait une recherche non autorisée sur un mineur, il secoua la tête. Nous allons devoir interroger tout le monde impliqué. La femme chez MedTech, le médecin de votre fille, peut-être même votre fille elle-même, bien que nous le ferons très prudemment vu son âge. Tout ce dont vous avez besoin, dit Kevin, je veux qu'elle soit poursuivie, au maximum possible. Le détective Rivera hocha la tête. Je vais être honnête avec vous. Des cas comme ça, ils sont délicats, dynamiques familiales, grands-parents prétendant de bonnes intentions, avocate de la défense arguant une mauvaise communication, mais ces preuves, il tapa sur le dossier, c'est substantiel, surtout les documents d'autorisation forgés, ça va être très dur pour elle d'expliquer ça. Quand l'arrêterez-vous ? Demanda Kevin. J'ai besoin de consulter le bureau du procureur d'abord. Obtenir un mandat d'arrêt. Vu les preuves, j'attends que ça arrive dans les 48 heures. Le détective Rivera marqua une pause. « Monsieur Ward, je dois demander, Madame Alberg, c'est-elle que vous avez découvert tout ça ? Y a-t-il une chance qu'elle détruise des preuves ou fuit ? Elle sait que j'ai trouvé les pilules, dit Kevin. Elle sait que je lui ai dit de rester loin de Lila, mais elle ne sait pas pour le reste. Elle ne sait pas que j'ai rassemblé de la documentation ou que je suis au courant du programme de recherche. Bien, gardons ça comme ça. » L'arrestation eut lieu mardi matin. Kevin ne la vit pas. Le détective Rivera lui conseilla de rester éloigné, maintenir la distance, éviter tout ce qui pourrait compliquer l'affaire. Mais les voisins rapportèrent ce qui s'était passé et le mot se répandit à Pinford en quelques heures. 2 officiers arrivèrent à la maison de Donna à 7h30 du matin. Elle répondit à la porte en peignoir, confuse au début, puis de plus en plus agitée alors qu'ils expliquaient le mandat. Elle essaya d'argumenter, insistant qu'il y avait une erreur, une incompréhension, exigeant de parler à son avocat, mais les officiers étaient professionnels. Ferme, inflexibles. Ils lui passèrent les menottes au poignet alors qu'elle se tenait sur le seuil de sa propre porte, encore en train de protester. « C'est ridicule, je n'ai rien fait de mal, c'est l'œuvre de Kevin. Il a essayé de tourner tout le monde contre moi. »« Madame, un des officiers dit calmement, vous avez le droit de garder le silence. Je vous suggère d'exercer ce droit. » Mais Donna ne pouvait pas arrêter de parler, ne pouvait pas arrêter de justifier, expliquer, minimiser. C'est juste de la collecte de données. Tout le monde participe à la recherche médicale. C'est parfaitement légal. J'avais la permission. De qui ? Madame, de son père. J'avais l'autorisation. Nous avons des copies des documents que vous avez soumis. Madame Halberg. La signature ne correspond pas à celle de Monsieur Ward au dossier. Cela sembla enfin la faire taire. Ils la conduisirent à la prison du comté. La traitèrent, la photographièrent, prirent ses empreintes, fixèrent sa caution à 50 000 $. Kevin a appris tous ces détails du détective Rivera plus tard ce jour-là. Il était assis dans son salon après avoir récupéré Lila à la maternelle, tenant le téléphone à son oreille, écoutant les détails avec un étrange sentiment de détachement. Elle prétend l'ignorance, dit le détective Rivera, dit qu'elle pensait que les formulaires étaient légitimes, qu'elle a mal compris les exigences d'autorisation, qu'elle essayait seulement d'aider sa fille. Son avocat prépare déjà une défense de bonnes intentions et de malentendus procédural. « Est-ce que ça marchera ?» demanda Kevin. « Pas avec ces preuves ?»
répondit le détective Rivera. La signature forgée, les logs détaillés, les paiements, les calculs du carnet, tout pointe vers un comportement délibéré et systématique. Ce n'était pas une erreur, c'était planifié. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Audience d'inculpation dans 2 semaines. Elle plaidera formellement. Vu les charges et les preuves, le procureur est confiant que nous obtiendrons une inculpation. Après ça va au procès, à moins qu'elle accepte un accord de plaidoyer. Et si elle va au procès, alors nous présentons toutes les preuves, tous les témoins, et Monsieur Ward. La voix du détective Rivera s'adoucit légèrement. Vous pourriez être appelé à témoigner, ainsi que votre fille. Bien que nous essaierons d'éviter ça si possible, Kevin regarda à travers la pièce où Lila était assise sur le canapé. Colorant dans son livre préféré, fredonnant doucement pour elle-même, elle semblait plus lumineuse maintenant, plus présente, plus elle-même. Le brouillard léthargique qui avait caractérisé les derniers mois était parti. « Tout ce qu'il faut », dit Kevin. « Je ferai tout ce qu'il faut ». Les semaines suivant l'arrestation de Donna apportèrent un nouveau rythme étrange à la vie de Kevin. Il continua à travailler, à emmener Lila à l'école, à maintenir les routines qui donnaient structure et sécurité à leur journée, mais sous la surface ordinaire, il sentait le poids constant de ce qui arrivait. Le processus légal avançant, tirant le trauma privé de sa famille en vue publique, Lila demanda pour sa grand-mère seulement une fois. Il mangeait le dîner, des spaghettis avec des boulettes de viande, le préféré de Lila. Quand elle leva les yeux de l'enroulement de nouilles sur sa fourchette et dit « Papa, est-ce que mamie est malade ?» Kevin posa soigneusement sa propre fourchette. « Pourquoi demandes-tu ça, ma chérie ? Parce qu'elle n'est pas venue, et habituellement quand les gens ne viennent pas, c'est parce qu'ils sont malades. » Comme quand maman était à l'hôpital, Kevin sentit sa gorge se serrer. Lila avait 3 ans quand Claire était morte, et ses souvenirs de cette période étaient fragmentés. Confus, elle se souvenait de l'hôpital, des conversations chuchotées, des adultes qui pleuraient. Elle avait demandé pour maman tous les jours pendant des mois, après, et Kevin avait répondu aussi honnêtement qu'il pouvait sans l'écraser avec le poids total de la mort. Maintenant, il choisit ses mots avec la même précision prudente. « Mamie n'est pas malade », dit-il doucement, « mais elle a fait des erreurs, elle a fait des choses qui n'étaient pas sûres, des choses qui auraient pu te blesser. Donc elle ne va pas venir pendant un moment, peut-être pour longtemps. » Lila considéra ça, son jeune visage sérieux. « Est-ce que c'est à cause des pilules ?» La poitrine de Kevin fit mal. « Oui, bébé, c'est à cause des pilules ?»« D'accord, » dit Lila simplement, puis elle revint à ses spaghettis, apparemment satisfaite de l'explication. « Les enfants, » pensa Kevin, avaient une capacité remarquable à accepter la vérité quand elle leur était donnée clairement. C'étaient les adultes qui compliquèrent les choses, qui superposaient des justifications et des excuses et des rationalisations jusqu'à ce que la vérité devienne méconnaissable. L'enquête s'élargit de façon que Kevin n'avait pas anticipée. MedTech Research fut scruté par le Conseil médical de l'État. Les enquêteurs découvrirent que les protocoles de la compagnie pour le recrutement de participants et la vérification d'autorisation étaient dangereusement laxistes. Le témoignage de Patricia révéla que Donna avait soumis des données pendant des mois avant que quiconque questionne la légitimité des formulaires de consentement. Le directeur de la facilité, le Dr Nathan Price, insista qu'il faisait confiance aux crédentials et à l'expérience de Donna, qu'elle avait été une consultante valorisée pendant des années, mais sous examen, la confiance du Dr Price s'effondra. Il devint clair que MedTech avait coupé les coins, acceptant des participants sans vérification appropriée, payant pour des données sans supervision adéquate. La licence de la facilité fut suspendue en attendant une revue complète. Kevin apprit ces détails du détective Rivera, qui appelait régulièrement avec des mises à jour. Le détective était devenu une sorte d'allié, son comportement professionnel cédant occasionnellement à une réelle préoccupation pour le bien-être de Lila. « Le procureur veut vous rencontrer ?» dit le détective Rivera pendant un de ses appels. Son nom est Amanda Cross. Elle gère l'affaire personnellement à cause de la composante d'endangement d'enfants. Elle est très bonne, Monsieur Ward. Très minutieuse, Kevin rencontra Amanda Cross un jeudi après-midi gris dans son bureau au palais de justice du comté. C'était une femme au milieu de la quarantaine avec des yeux vifs et une manière directe que Kevin apprécia immédiatement. « Monsieur Ward, » dit-elle, serrant sa main fermement, « merci d'être venu. J'ai revu toutes les preuves collectées par le détective Rivera et je veux que vous compreniez que nous prenons cette affaire très au sérieux. Ce qui est arrivé à votre fille était une violation de confiance, de décence humaine basique et de multiples lois
Ils s'assirent face à face à une table de conférence couverte de documents. Amanda étala plusieurs dossiers, les organisant avec une efficacité pratiquée. « J'ai besoin de vous expliquer ce dont nous l'accusons », continua Amanda. « D'abord, endangèrement d'enfants. C'est un crime majeur dans cet état vu le potentiel de harme grave. Deuxièmement, administration de médicaments sur ordonnance sans autorisation. Troisièmement, fraudé. Elle a accepté un paiement pour participation à la recherche sous de faux prétextes. Quatrièmement, falsification. Elle a signé son nom sur des documents d'autorisation. Et cinquièmement, mener une recherche sur des sujets humains non autorisés sur un mineur. Kevin écouta, ses mains pliées sur la table devant lui, son expression neutre. L'avocat de la défense, dit Amanda, prépare déjà leur stratégie. Ils vont arguer que Madame Halberg croyait aider sa fille, qu'elle a mal compris les exigences d'autorisation, que le médicament n'était pas réellement nuisible. Ils la peindront comme une grand-mère concernée qui a fait une erreur de jugement, mais ce n'est pas ce qui s'est passé, dit Kevin calmement. Non, acquiesça Amanda, ce n'est pas... Et nous avons les preuves pour le prouver. Les logs détaillés, les enregistrements de paiement, les calculs dans son carnet personnel, tout ça démontre une préméditation et une intention, mais j'ai besoin que vous compreniez que ça va être difficile. Les jurys n'aiment pas condamner les grands-mères, ils veulent croire aux bonnes intentions. Nous devrons être très clairs, très précis et très convaincants. De quoi avez-vous besoin de moi? Votre témoignage sera crucial. Vous devrez décrire votre relation avec Madame Halberg, l'accès qu'elle avait à votre fille, comment vous avez découvert le médicament. J'ai aussi besoin que vous soyez préparé à des questions difficiles. La défense essaiera de suggérer que vous êtes vindicatif, que vous surréagissez à cause d'un chagrin non résolu sur la mort de votre femme. La mâchoire de Kevin se serra. Laissez-les essayer. Amanda l'étudia un moment. Monsieur Ward, je vois que vous êtes en colère. C'est compréhensible. Mais quand vous témoignez, j'ai besoin que vous soyez calme, mesuré, factuel. La colère peut passer pour de l'instabilité. J'ai besoin que le jury vous voie comme un père protecteur qui a pris des décisions rationnelles pour sauvegarder son enfant. « Je peux faire ça ?» dit Kevin. « Bien. » Amanda sortit un autre dossier. « Maintenant, il y a quelque chose d'autre que vous devriez savoir. L'avocat de Madame Halberg nous a approchés pour un accord de plaidoyer. » L'attention de Kevin s'aiguisa. « Quel genre d'accord? Ils offrent de plaider coupable à la charge de médicaments en échange de l'abandon des autres chefs. Elle purgerait 18 mois, peut-être moins. Avec bonne conduite, la pièce était très silencieuse. Kevin pouvait entendre le bourdonnement des lumières fluorescentes au-dessus, le son distant de voix dans le couloir dehors. « Non, » dit-il. Amanda leva un sourcil. « Monsieur Ward, je comprends vos sentiments, mais 18 mois de prison réelle n'est pas insignifiant. »« Non » répéta Kevin. Sa voix était calme, stable, mais absolument certaine. Elle n'obtient pas un plaidoyer réduit. Elle n'obtient pas d'éviter la responsabilité. Elle a mis ma fille en danger pour de l'argent. Elle a forgé des documents légaux. Elle a traité une enfant comme un animal de recherche. Je veux chaque charge poursuivie. Je veux un procès. Amanda soutint son regard pendant un long moment, puis elle hocha lentement la tête. « D'accord, j'informerai la défense que nous rejetons l'offre de plaidoyer. Merci. » Alors que Kevin se levait pour partir, Amanda dit calmement « Monsieur Ward ?» La plupart des gens dans votre position prendraient le plaidoyer. Ils voudraient la certitude, la clôture, éviter le stress d'un procès, mais je respecte votre décision et je vous promets, nous nous assurerons que le jury comprenne exactement ce qu'elle a fait. Le procès fut programmé pour fin avril, 4 mois après l'arrestation de Donna. Dans l'intervalle, Kevin se concentra sur la reconstruction du sentiment de sécurité et de normalité de Lila. Ils établirent de nouvelles routines, de nouvelles traditions, soirée cinéma tous les vendredis, avec du popcorn et son choix de film. Randonnée le week-end au parc d'État, où Lila adorait identifier les oiseaux et collecter des roches intéressantes, histoire du soir que Kevin inventait lui-même, mettant en scène une héroïne courageuse qui résolvait des mystères et aidait les gens. Lila s'épanouit. Son enseignante rapporta qu'elle faisait un excellent travail en classe, se faisait des amis, participait avec enthousiasme aux activités. Les ombres qui avaient caractérisé ces mois de drogue étaient parties, mais Kevin resta vigilant. Il garda le flacon de prescription dans une boîte verrouillée dans sa chambre, preuve préservée pour le procès. Il maintenait des enregistrements détaillés de la récupération de Lila, pattern de sommeil, niveau d'énergie, observations comportementales. Il documentait tout.
créant un contraste frappant entre l'enfant brumeuse et léthargique que Donna avait créé et la fille lumineuse et énergique qui avait émergé. Un soir, Kevin reçut un visiteur inattendu. Il répondit au coup à sa porte pour trouver un homme dans la soixantaine, grand et mince, avec des traits burinés et des yeux incertains. « Monsieur Ward, mon nom est Paul Halberg. J'étais marié à Donna. » Kevin savait qui il était, le père de Claire, l'autre grand-père de Lila. L'homme était parti quand Claire avait 12 ans. Divorçant de Donna et déménageant en Oregon, Kevin l'avait rencontré seulement 2 fois. Au mariage et à l'enterrement de Claire. « Que voulez-vous » demanda Kevin. Pas méchamment, mais pas chaleureusement non plus. Paul se dandina inconfortablement. « J'ai entendu ce qui s'est passé. À propos de l'arrestation, je sais que je n'ai aucun droit d'être ici, mais j'avais besoin de vous dire quelque chose. » Kevin l'étudia un moment, puis s'écarta. Entrés, ils s'assirent dans le salon. Lila déjà endormie dans sa chambre, Paul déclina l'offre de café, s'asseyant au bord du canapé avec ses mains jointes entre ses genoux. « J'ai quitté Donna il y a 23 ans, commença Paul, parce que j'ai réalisé qu'elle n'était pas qui je pensais. Quand Claire était jeune, peut-être 7 ou 8 ans, Donna a commencé à la rendre malade. Le sang de Kevin se glaça. Quoi ? Pas évidemment, pas dramatiquement, juste des petites choses. Lui donner des médicaments quand elle n'en avait pas besoin, la garder à la maison de l'école avec des maladies vagues, l'emmener chez médecin après médecin, cherchant des diagnostics. Je n'ai pas compris ce qui se passait au début. Je pensais que Donna était juste surprotectrice, trop inquiète. La voix de Paul était lourde de vieux regrets, puis je l'ai surprise, en train de donner à Claire un médicament qui m'avait été prescrit, quelque chose pour mon mal de dos. Elle le donnait à Claire et disait au médecin que Claire avait des douleurs inexpliquées. Les mains de Kevin se serrèrent sur l'accoudoir de sa chaise. Je l'ai confrontée, continua Paul. Lui ai demandé ce qu'elle fichait, et elle m'a regardé comme si j'étais déraisonnable. A dit qu'elle documentait les symptômes de Claire pour la recherche médicale, que les médecins avaient bien besoin de données à long terme, qu'elle était payée pour des journaux de santé détaillés. Il rit amèrement. J'ai pris Claire et je suis parti. J'ai demandé le divorce. J'ai lutté comme un fou pour la garde. Mais Donna était intelligente. Elle avait une bonne réputation dans la communauté médicale, beaucoup de connexions professionnelles. Le tribunal lui a donné la garde primaire, et je n'ai eu que les visites d'été. « Pourquoi n'avez-vous pas dit à quelqu'un » demanda Kevin, sa voix tendue. « Je l'ai fait, j'ai dit aux avocats, aux travailleurs sociaux, à quiconque voulait écouter, mais je n'avais pas de preuves, juste des soupçons et des préoccupations, et Donna était très bonne pour jouer la victime. » Pour me peindre comme un ex-mari instable faisant des accusations par dépit, Paul rencontra les yeux de Kevin quand Claire a choisi de rester avec Donna après avoir eu 16 ans. Mais quand elle m'a exclu de sa vie, j'ai pensé que Donna l'avait empoisonnée contre moi. J'ai essayé de l'avertir quand elle est tombée enceinte de Lila, essayé de lui dire d'être prudente, de surveiller les signes. Mais Claire ne voulait pas l'entendre. Elle pensait que j'étais amer à cause du divorce. Kevin s'adossa dans sa chaise. Traitant cette information, Claire n'a jamais mentionné rien de tout ça. Elle ne se souvenait probablement pas de la plupart. Donna a arrêté après mon départ, arrêté de la rendre malade. Claire se souvenait juste que je l'avais abandonnée, que sa mère avait été là. La voix de Paul se brisa, et maintenant Donna a fait la même chose à ma petite fille. L'histoire se répète. Et cette fois, quelqu'un l'a vraiment arrêtée. Ils restèrent assis en silence un long moment. « Je témoigne au procès ?» dit Paul enfin. Le procureur m'a contacté, je vais leur dire tout. Même si c'est vieux, même si je n'ai pas de preuves, peut-être que ça aidera à montrer un pattern, peut-être que le jury comprendra que ce n'était pas une erreur unique. « Merci », dit Kevin calmement. « Ne me remerciez pas. J'aurais dû faire plus il y a des années, aurais dû lutter plus fort. Peut-être que si je l'avais fait, Claire aurait vu la vérité, peut-être qu'elle serait encore... » Paul s'interrompit, incapable de finir la phrase. Kevin marcha vers la porte. Avant de partir, Paul se tourna. « Vous faites la bonne chose, monsieur Ward. Ne laissez personne vous convaincre du contraire. Cette petite fille a besoin de quelqu'un prêt à la protéger. Quelqu'un qui ne compromettra pas ou ne reculera pas. Je ne le ferai pas, dit Kevin. Je vous le promets. » Alors que la date du procès approchait, Kevin reçut un appel d'une enquêtrice travaillant pour l'accusation. Son nom était Sophie Turner. Et elle se spécialisait dans les cas impliquant la fraude médicale et le bien-être des enfants. « Monsieur Ward, » dit Sophie, « j'ai fouillé dans le passé de Madame Halberg et j'ai trouvé des informations intéressantes Elle a été licenciée de 3 établissements de soins différents au cours de sa carrière. » Kevin se pencha en avant. « Licenciée.
Pourquoi? Les enregistrements officiels sont vagues. Violation de protocole. Procédure non autorisée. Préoccupation sur la confidentialité des patients. Mais j'ai parlé à d'anciens collègues hors enregistrement. L'un d'eux m'a dit que Donna avait un pattern de mener des observations non officielles sur des patients sans consentement approprié. Elle documentait leurs réponses aux médicaments, suivait leurs symptômes, compilait des données. Parfois, elle ajustait les dosages sans autorisation, prétendant optimiser le traitement. Pourquoi n'a-t-elle pas été signalée au conseil médical? Elle l'a été 2 fois. Mais les plaintes étaient des difficiles à substantier. Elle prétendait suivre des protocoles de soins standards, que les patients avaient donné un consentement verbal, que la documentation était pour des purposes d'amélioration de qualité. Les établissements réglaient avec les familles mécontentes, la licenciaient indiscrètement, et c'était la fin. Donc elle fait ça depuis des années. Il semble que oui, et basé sur ce que je vois, elle est devenue plus prudente avec le temps, plus subtile, utilisant ses propres membres de famille, où les questions de consentement étaient plus floues, où elle pouvait prétendre agir comme une parente concernée plutôt qu'une professionnelle médicale. Kevin sentit une rage froide s'installer sur lui. Ce n'était pas un incident isolé, c'était qui Donna était. Quelqu'un qui voyait les gens comme des objets, comme des sources de données, comme des moyens pour une fin. Est-ce que ça sera admissible au tribunal? Demanda Kevin. Le procureur argue que ça établit un pattern de comportement, preuve d'intention. La défense essaiera de l'exclure comme préjudiciable. Mais le juge Thompson est assez strict sur l'autorisation d'informations de fonds pertinentes. Je pense que nous avons une bonne chance. Quand Kevin raccrocha le téléphone, il resta assis longtemps à fixer le vide. Claire avait grandi avec cette femme, avait été élevée par quelqu'un capable de traiter les enfants comme des sujets de recherche. Kevin se demanda combien de la tristesse calme de Claire, ses humeurs retirées occasionnelles, avaient été façonnées par grandir dans cet environnement. Il se demanda quelle cicatrice elle portait qu'il n'avait jamais pleinement comprise. Et il ressentit une gratitude profonde, féroce que Lila n'aurait jamais à se demander, parce qu'il allait s'assurer absolument que Donna Hallberg affronte les conséquences complètes de ses actions. La salle d'audience était plus petite que Kevin ne l'avait attendu, presque intime dans ses dimensions. Murs lambrissés de bois, éclairage fluorescent, rangées de bancs pour les spectateurs. Il s'assit derrière la table de l'accusation avec la chouette en peluche de lilas dans sa poche de veste, un petit rappel de ce pourquoi il se battait. La sélection du jury prit 2 jours. Le panel final consistait en 7 femmes et 5 hommes. Âgés de la fin de la vingtaine au début de la septantaine, Kevin les observa attentivement pendant les déclarations d'ouverture, essayant de lire leurs expressions, leur langage corporel, leurs réactions aux preuves esquissées. Amanda Cross se tint devant eux, sa voix claire et mesurée. « Mesdames et messieurs du jury, cette affaire est sur la confiance, sur le lien sacré entre un grand-parent et un petit enfant, sur ce qui arrive quand cette confiance est violée de la façon la plus fondamentale possible. » Elle marqua une pause, laissant les mots s'installer. Donna Hallberg n'a pas fait une erreur. Elle n'a pas eu un lapsus de jugement. Elle a pris une décision calculée, délibérée d'utiliser sa propre petite-fille comme participante inconsciente dans une recherche médicale, administrant un médicament sur ordonnance sans consentement ou autorisation. Documentant les effets et acceptant un paiement pour les données qu'elle collectait, elle a transformé une enfant de 5 ans en source de revenus. L'avocat de la défense, un homme nommé Robert Schoen, essaya une approche différente. Il peignit Donna comme une grand-mère confuse, une travailleuse de santé à la retraite qui avait mal compris les protocoles modernes, qui avait essayé d'aider une enfant difficile en utilisant des méthodes acceptables pendant sa carrière. « Ma cliente n'est pas un monstre », dit Schoen avec sérieux. « C'est une grand-mère qui aimait sa petite-fille, qui est intervenue pour aider après la mort tragique de sa fille, qui a utilisé ses connaissances médicales pour aborder des préoccupations comportementales. A-t-elle fait des erreurs? Oui. A-t-elle mal compris les exigences d'autorisation pour le programme de recherche? Oui, mais intention criminelle, arme délibérée, ce sont des choses très différentes. Kevin écouta sans expression. Le procès se déroula sur 3 semaines. Le docteur Harding témoigna en premier, expliquant en détail clinique les dangers de donner du lorazépam à une enfant de 5 ans. Il décrivit les symptômes de Lila quand elle avait été amenée aux soins urgents, les risques potentiels qu'elle avait affrontés, les préoccupations de développement qui auraient pu résulter d'une exposition continue. À mon avis professionnel, dit le docteur Harding clairement, l'administration de ce médicament à une enfant de l'âge de Lila constituait une menace sérieuse pour sa santé et son bien-être. Le dosage, la fréquence, le manque de supervision médicale, tout ça était profondément inapproprié. Patricia Klein témoigna ensuite.
nerveusement mais honnêtement. Elle apporta les logs, les enregistrements de paiement, la documentation des soumissions de données. Elle expliqua le programme de recherche de MedTech, les exigences de consentement. L'assomption que Donna avait une autorisation appropriée, elle semblait si professionnelle, dit Patricia, si compétente. Elle apportait ses rapports détaillés, parfaitement formatés, clairement écrits. Nous n'avions aucune raison de douter d'elle. Avez-vous jamais vérifié qu'elle avait l'autorisation parentale ? Demanda Amanda. La voix de Patricia baissa. Non. Nous avons accepté les formulaires qu'elle a soumis. Nous n'avons pas vérifié les signatures. Les documents d'autorisation forgés furent entrés en preuve. Un expert en écriture témoigna que la signature ne correspondait pas à la signature vérifiée de Kevin, que la pression d'écriture et la formation des lettres étaient distinctement différentes. Paul Alberg témoigna sur ses expériences avec Donna des années plus tôt, sur ses soupçons concernant les maladies d'enfance de Claire, sur le pattern de comportement qu'il avait observé. La défense objecta répétément, arguant que des événements de décennies passées n'étaient pas pertinents pour les charges actuelles, mais le juge Thompson permit le témoignage comme information de fond. J'ai essayé d'avertir les gens, dit Paul, sa voix épaisse de regret, mais je ne pouvais rien prouver, alors peut-être maintenant, avec ces preuves, les gens comprendront enfin ce qu'elle est. Puis ce fut le tour de Kevin. Il marcha vers la barre des témoins avec des pas stables, posant sa main sur la Bible, jura de dire la vérité, s'assit et fit face à la salle d'audience. Le jury, le juge Dorna, assise à la table de la défense avec ses mains pliées et son expression soigneusement neutre, Amanda lui demanda de décrire sa relation avec Donna, l'accès qu'elle avait eu à Lila, la découverte du médicament. Kevin parla calmement, factuellement, sans embellissement ou dramatique. Il décrivit trouver le flacon de pilule, l'explication de Lila sur les effets du médicament, le trajet aux soins urgents. Il décrivit sa confrontation avec Donna, ses réponses défensives, son absence complète de remords. Quand je lui ai dit qu'elle aurait pu nuire à ma fille, dit Kevin, sa voix égale, elle m'a dit que j'étais dramatique. Elle a dit qu'elle savait ce qu'elle faisait. Elle a dit que je devrais être reconnaissant. Madame Halberg s'est-elle jamais excusée ? Demanda Amanda. Non. Pas une fois ? A-t-elle jamais exprimé de l'inquiétude pour le bien-être de Lila ? Non. Seulement de l'inquiétude d'être accusée de mal faire. Sean le contre-interrogea attentivement, essayant de suggérer que Kevin surréagissait, que son chagrin sur la mort de sa femme l'avait rendu paranoïaque, qu'il avait mal interprété les intentions de Donna. N'est-ce pas vrai, Monsieur Ward, que Madame Halberg a fourni une aide significative après la mort de votre femme, qu'elle était supportive, impliquée, attentionnée? Elle était impliquée, acquiesça Kevin. Mais il s'avère qu'elle utilisait cette implication pour accéder à ma fille à des fins de recherche. Ce n'est pas ce que j'ai demandé. C'est ma réponse. Sean changea de tactique. Vous étiez en colère contre Madame Halberg, n'est-ce pas? En colère qu'elle questionne votre parentalité. En colère qu'elle offre des conseils. J'étais frustré parfois. Oui, mais je n'étais pas en colère au point de fabriquer des charges criminelles contre elle. Mais vous avez coupé tout contact immédiatement. Sans lui donner une chance d'expliquer, Kevin rencontra les yeux de Sean stablement quand j'ai découvert qu'elle droguait ma fille de 5 ans. Oui, j'ai coupé le contact. C'est ce que tout parent raisonnable ferait. Le contre-interrogatoire continua pendant plus d'1 heure, mais Kevin resta calme, consistent, inébranlable. Il ne perdit pas son tempérament, il n'exagéra pas ou ne dramatisa pas, il dit simplement la vérité. Quand il descendit enfin de la barre des témoins, Amanda lui donna un petit hochement approbateur. Donna témoigna pour sa propre défense. Elle s'assit dans la boîte des témoins, portant une robe bleu marine conservatrice, ses cheveux stylés proprement, son expression arrangée en dignité blessée. Sean la guida à travers sa version des événements. Elle avait été une grand-mère dévouée. Elle était intervenue pour aider après la mort de Claire. Elle avait été concernée par les problèmes comportementaux de Lila. Elle avait consulté ses connaissances médicales et fourni ce qu'elle croyait être une intervention appropriée. « Je n'ai jamais voulu lui faire de mal », dit Donna, sa voix tremblant légèrement. « J'aime Lila. Tout ce que j'ai fait était par souci pour son bien-être. Pouvez-vous expliquer la participation au programme de recherche ?» demanda Sean. « J'ai été volontaire chez MedTech pendant des années, » dit Donna. Ils cherchèrent des données d'observation à long terme sur les patterns comportementaux d'enfance. Je pensais aider à avancer la science médicale tout en gérant les difficultés de Lila. Je croyais avoir l'autorisation. Avez-vous forgé la signature de Monsieur Ward sur les formulaires de consentement ? Donna hésita. Je pensais avoir une permission verbale. Quand il m'a demandé d'aider avec Lila,
J'ai interprété ça comme une autorisation large. J'ai peut-être fait une erreur dans la façon dont je l'ai documenté, mais ce n'était pas une fraude délibérée. Sean hocha la tête sympathiquement. Donc, vous dites que c'était une mauvaise communication. Un malentendu des exigences. Oui, dit Donna, exactement. Le contre-interrogatoire d'Amanda fut chirurgical. Madame Hallberg, vous avez témoigné que vous aviez une permission verbale de Monsieur Ward. Quand exactement vous l'a-t-il donnée? Donna bafouilla. Eh bien, c'était implicite. Il m'a demandé d'aider à prendre soin de Lila. Ce n'est pas ce que j'ai demandé. Quand vous a-t-il spécifiquement donné la permission d'administrer un médicament sur ordonnance à sa fille? Il ne l'a pas dit en ces termes exacts, mais donc, il ne vous a jamais explicitement donné la permission? Non, mais Madame Hallberg, vous avez travaillé dans les soins de santé pendant 30 ans. Vous êtes familière avec le concept de consentement informé, correct? Oui. Et vous comprenez que la permission implicite n'est pas la même que le consentement explicite documenté pour des procédures médicales, je suppose, mais dans des situations familiales, répondez oui ou non, s'il vous plaît. Comprenez-vous que la permission implicite n'est pas suffisante pour administrer un médicament sur ordonnance à un mineur? La mâchoire de Donna se serra. Oui. Amanda leva une des entrées de log. Ceci est de la documentation que vous avez soumise à MedTech. Ça dit, sujet L a montré une somnolence accrue dans les 45 minutes, suivant une dose d'1 milligramme. Niveau d'activité réduite observé? Est-ce que ça sonne comme le langage d'une grand-mère concernée? J'étais professionnel. Ou est-ce que ça sonne comme quelqu'un menant des observations cliniques? J'étais en train de documenter pour pouvoir l'aider mieux. Vous avez écrit sur votre petite fille comme si elle était un rat de laboratoire. La voix d'Amanda resta calme, mais les mots atterrirent avec une précision dévastatrice. Vous avez suivi ses réponses. Vous avez calculé les dosages, vous avez documenté les patterns de sommeil et les changements comportementaux, et vous avez accepté 500 $ par mois pour le faire. J'avais besoin de l'argent. Le calme de Donna craqua enfin. Savez-vous à quel point tout est cher? Ma pension ne couvre pas. Elle s'arrêta abruptement, réalisant ce qu'elle avait admis. La salle d'audience était absolument silencieuse. Donc c'était pour l'argent? Dit Amanda calmement. Vous avez drogué une enfant de 5 ans parce que vous aviez besoin de l'argent? Le visage de Donna rougit. Ce n'est pas « j'ai aidé les deux », aider Lila et aider la recherche. Ce n'était pas juste pour « mais l'argent était un facteur, je ne l'ai pas blessée ». Le docteur Harding a témoigné qu'elle aurait pu développer des problèmes respiratoires graves, que l'exposition continue aurait pu causer des retards de développement. Avez-vous écouté ce témoignage? Madame Hallberg, j'étais prudente. Vous lui avez donné un médicament non prescrit pour elle. Vous lui avez donné des dosages pour adultes. Vous lui avez donné plusieurs doses en une seule journée quand elle ne se conformait pas à vos souhaits. C'est ce que montrent les logs. Amanda posa le document. Comment tout ça est-il être prudent? Donna n'avait pas de réponse. Les plaidoiries finales s'étirèrent sur tout un après-midi. Sean fit de son mieux pour peindre Donna comme une grand-mère imparfaite, mais bien intentionnée qui avait pris de mauvaises décisions. Il souligna son âge, son chagrin sur la perte de sa fille, ses décennies de service dans les soins de santé. Il demanda au jury de considérer que les erreurs ne devraient pas être criminalisées, que l'absence de armes réelles devrait être pesée contre les charges. La plaidoirie d'Amanda fut précise et puissante. Mesdames et messieurs, cette affaire n'est pas sûre si Donna Hallberg aimait sa petite fille. Ce n'est pas sûr si elle était triste de la mort de sa fille. Ce n'est même pas sûr si elle croyait faire la bonne chose. Elle marqua une pause, établissant un contact visuel avec chaque juré. Cette affaire est sur ce qu'elle a réellement fait. Elle a pris un médicament sur ordonnance destiné à l'anxiété adulte et l'a donné à une enfant de 5 ans. Elle a documenté les effets, elle a accepté un paiement, elle a forgé des documents d'autorisation. Ce sont des faits soutenus par des preuves irréfutables. Amanda fit un geste vers les pièces à conviction étalées sur la table de l'accusation. La défense veut que vous croyiez que c'était un malentendu. Mais regardez les logs, regardez la documentation prudente, regardez les calculs dans son carnet personnel. Ce n'était pas de la confusion. C'était un comportement délibéré, systématique. C'était une femme qui a regardé sa petite fille vulnérable et vu une opportunité d'affaires. Elle laissa ça s'installer. La défense vous a demandé de considérer qu'aucun arme permanent n'est survenu, mais c'est seulement parce que Kevin Ward a découvert ce qui se passait et l'a arrêté immédiatement. S'il n'avait pas trouvé ce flacon de pilule, si Lila ne lui avait pas dit qu'elle se sentait somnolente, combien de temps ça aurait continué? Combien de harmes auraient pu résulter? Nous ne pouvons pas savoir, mais nous savons que le docteur Harding a témoigné que des dommages graves étaient possibles. Probables si le comportement avait continué.
La voix d'Amanda s'adoucit légèrement. Cette petite fille faisait confiance à sa grand-mère. Après avoir perdu sa mère, elle avait besoin d'amour, de stabilité, de sécurité. Au lieu de ça, elle a eu un médicament qui la rendait brumeuse et fatiguée. Elle a été transformée en sujet de recherche sans son savoir ou consentement. Elle a été trahie par quelqu'un qui aurait dû la protéger. Elle marcha vers sa table, puis se tourna une dernière fois. « Quand vous délibérez, je vous demande de vous souvenir de quelque chose de simple. Si un étranger avait fait ça à une enfant, hésiterions-nous à l'appeler criminel? Chercherions-nous des excuses? Suggérerions-nous que c'était un malentendu? Ou l'appellerions-nous exactement ce que c'est? Endangèrement d'enfant, frauder, falsification et une violation de tout ce que nous croyons sur la protection des vulnérables. » Elle s'assit. Kevin observa les visages du jury et vit plusieurs d'entre eux hocher légèrement la tête. Le jury délibéra pendant 2 jours et demi. Kevin passa ce temps à essayer de maintenir la normalité pour Lila, l'emmenant à l'école, aidant avec les devoirs, lisant des histoires du soir, mais son esprit était toujours partiellement dans cette salle d'audience, se demandant ce que le jury discutait, ce qu'il pensait, si la justice prévaudrait. Le 3e jour, le détective Rivera appela. « Ils ont un verdict ?» Kevin arrangea pour qu'une voisine garde Lila et conduisit au palais de justice. La salle d'audience se remplit rapidement. Les nouvelles de l'affaire s'étaient répandues à Pineford et les gens voulaient avoir la conclusion. Kevin s'assit au même endroit qu'il avait occupé tout au long du procès. Amanda lui donna un bref sourire encourageant. De l'autre côté de l'allée, Donna s'assit avec les épaules rigides, ses mains serrées si fort que ses jointures étaient blanches. Le juge Thompson entra. Tout le monde se leva, puis s'assit à nouveau. Le jury entra, leur visage soigneusement neutre. « Le jury a-t-il atteint un verdict ?» demanda le juge Thompson. Le contremaître, une femme d'âge moyen qui avait travaillé comme enseignante au lycée pendant 20 ans, s'éleva. « Nous l'avons, votre honneur, sur la charge d'endangerement d'enfants. Comment jugez-vous? Coupable. » Kevin sentit quelque chose se relâcher dans sa poitrine. Sur la charge d'administration de médicaments sans autorisation, coupable. Sur la charge de fraude, coupable. Sur la charge de falsification, coupable. Sur la charge de mener une recherche sur des sujets humains non autorisés, coupable. Donna fit un petit son, quelque chose entre un halètement et un sanglot. Sean posa une main sur son épaule, mais elle la secoua. Le juge Thompson remercia le jury et fixa la sentence pour 2 semaines plus tard. L'audience de sentence fut brève. Le juge Thompson écouta la plaidoirie de la défense pour la clémence. L'âge de Donna, son absence de casier judiciaire antérieur, son histoire de service dans les soins de santé. Sean argua que la probation et le service communautaire seraient appropriés, que l'incarcération ne servirait à rien. Amanda argua pour la sentence maximale, soulignant la gravité des crimes, la vulnérabilité de la victime, la nature calculée du comportement. Le juge Thompson considéra seulement quelques minutes avant de rendre sa décision. « Madame Hallberg, j'ai revu les preuves de cette affaire extensivement. J'ai considéré votre passé, vos circonstances, vos intentions déclarées, mais je reviens toujours à un fait fondamental. Vous avez traité une enfant comme une source de revenus, vous lui avez sciemment donné un médicament non prescrit pour elle. Vous avez documenté les effets, vous avez accepté un paiement, et quand confronté, vous n'avez montré aucun remords, seulement de la défensive et du déni. » Donna s'assit immobile, fixant droit devant. « Ce n'était pas un lapsus momentané de jugement, » continua le juge Thompson. « C'était un comportement soutenu, délibéré sur une période de mois. Vous avez violé la confiance de votre propre petite fille. Vous avez mis en danger sa santé et son développement, et vous l'avez fait pour de l'argent. » Il serra la mâchoire. « Je vous condamne à 5 ans dans l'établissement correctionnel de l'État, suivi de 3 ans de probation supervisée. Vous serez tenu de compléter un counseling et serez interdite de tout contact avec des mineurs sans supervision. Vous paierez aussi restitution pour couvrir les dépenses médicales et légales encourues par Monsieur Ward. » Le visage de Donna s'effondra, mais pas de culpabilité, de colère, d'indignation d'être tenue responsable. « Ce n'est pas juste, » dit-elle, sa voix montant. « Je ne l'ai pas blessé, j'essayais d'aider. Vous surréagissez tous. » « Madame Hallberg, » dit le juge Thompson sèchement, « je vous suggère de rester silencieuse. Officier, veuillez la prendre en garde. » 2 huissiers approchèrent. Donna continua à protester alors qu'il l'emmenait, insistant que c'était tout un malentendu, que tout le monde était déraisonnable, qu'elle avait été persécutée. Kevin la regarda partir sans satisfaction, sans sentiment de triomphe, seulement du soulagement, seulement de la certitude qu'il avait fait ce qui devait être fait. Au cours des mois suivants, Lila continua à s'épanouir.
Elle commença la première année à l'automne, se fit de nouveaux amis, rejoignit une équipe de soccer. Son enseignante rapporta qu'elle était lumineuse, engagée, créative. Ses dessins étaient pleins de couleurs à nouveau. Son rire venait facilement. Kevin établit de nouvelles routines, de nouvelles traditions. Ils commencèrent à faire du bénévolat au refuge animalier local les samedis matins, promener des chiens et jouer avec des chats. Lila adorait ça, adorait le sentiment d'aider des créatures qui avaient besoin de soins. « Papa », dit-elle un samedi, alors qu'il promenait un golden retriever amical autour de la cour du refuge. « Je suis contente qu'on ne voit plus mamie. » Kevin baissa les yeux vers elle, surpris. « Oui ?» Pourquoi ça ? Parce qu'elle me faisait toujours me sentir floue et fatiguée, et elle me regardait d'une façon qui me faisait me sentir petite, comme si je n'étais pas vraiment une personne. Lila fut silencieuse un moment, lançant une balle de tennis pour le chien. Maintenant, je me sens grande à nouveau, comme moi-même. Kevin s'accroupit et la serra dans une étreinte. « Tu es toi-même, tu es exactement qui tu es supposé être. » Elle le serra fort en retour. Un soir, après que Lila soit endormie, Kevin s'assit sur le petit balcon de leur appartement surplombant le lac Pinford. L'eau était sombre et immobile, reflétant les lumières éparses des maisons sur la rive opposée. L'air était frais, portant l'odeur de pin et de l'automne approchant. Il pensa à Claire, à combien elle aurait aimé voir Lila à cet âge. Curieuse, énergique, confiante. Il pensa à la confiance que Claire avait placée en sa mère, sans jamais savoir de quoi Donna était vraiment capable. Il pensa à tous les essais, toutes les façons dont les choses auraient pu aller différemment, mais surtout, il pensa au choix qu'il avait fait. Il avait agi avec précision et détermination. Il avait rassemblé des preuves, construit un dossier irréfutable, poursuivi la justice sans compromis ni pitié. Il avait protégé sa fille de quelqu'un qu'il avait vu comme une marchandise, qui avait été prête à risquer sa santé et son développement pour de l'argent. Kevin n'était pas un homme violent, il ne se délectait pas de vengeance, mais il était absolument, inébranlablement certain qu'il avait fait la bonne chose. « Je l'ai protégé », dit-il calmement à l'air de la nuit. Au souvenir de Claire, « J'ai fait ce que tu voudrais, ce que tout parent voudrait. » Le lac était silencieux, n'offrant aucune réponse, mais Kevin n'en avait pas besoin. Il se leva, jeta un dernier regard à l'eau paisible et rentra. Vérifia Lila une dernière fois. Elle était roulée autour de sa chouette en peluche, respirant profondément, endormie en sécurité. Puis, il alla dans sa propre chambre, sentant une force calme s'installer dans ses os. Sa famille avait été fracturée par la cupidité et la cruauté de quelqu'un d'autre, mais il l'avait reconstruite par la vérité, le courage et un engagement inébranlable à la protection. Et ça, Kevin le savait, était suffisant. Ça serait toujours suffisant ?